Bonsoir à tous. Vous sortez peut-être de votre journée de travail ou peut-être que vous rentrez de votre balade printanière dans un parc. Ou alors peut-être que pour certains, vous avez manqué votre train. Ce soir, vous êtes bien sur une sport et comme le veut la tradition, vous avez 1000 fois raison. Alors ce soir, pour refaire le monde de la pleine sport, je suis accompagné en studio de Tanguy Lejeune. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alexis Fernandez. Bonsoir. Et Victor Pétou. J'ai de la place aujourd'hui. Bonjour. Vous l'aurez compris, Tony Casalino n'est pas avec nous ce soir. Alors, messieurs, vous allez avoir à écoper votre quota d'absence, puisque Tony, c'est la première fois que Tony est absent ce soir. On le salue. Il regarde peut-être cette émission. N'hésite pas à réagir si tu nous écoutes. Alors ce soir, messieurs, on a un programme très chargé, très costaud, il faut le dire. Avec d'abord le débrief des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et on va revenir d'abord sur le match Lille-Chelsea, c'était hier. On aura donc les résultats de la semaine, on fera un petit point sur les qualifiés pour les quarts de finale. La Ligue Europa également, on parlera des huitièmes de finale à venir ce soir, huitièmes de finale retour, de la Ligue Europa Conférence également. Toujours dans la page foot, les enjeux de la 29e journée de Ligue 1 et des championnats étrangers présentés par Alexis. Ensuite, on aura le rugby avec le 15 de France qui pourrait réaliser cette semaine, ce week-end, le Grand Chelem. Ce sera à suivre samedi. France-Angleterre, on en parlera avec Victor. Le tennis, le tournoi de Indian Wells, le Master 1000 à suivre. On vous donnera les principaux résultats. Le cyclisme, les courses cyclistes également mises à l'honneur en ce moment. Ce sera avec Victor. On parlera notamment un petit brief de Paris-Nice. Et puis enfin les infos sport, messieurs, ce soir il n'y aura pas de quiz, ce sera des pronostics. Tant mieux, je garde ma place de premier. Mais avant de commencer pour débriefer ce match Lille-Chelsea, c'était le 8e finale de retour de Ligue des Champions, on va d'abord évoquer cet après-midi la liste de Didier Deschamps pour l'équipe de France qui jouera donc les 25 et 29 mars prochains. Il a dévoilé cet après-midi, ce sera contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et je vous propose de découvrir cette liste avec Tanguy, le sélectionneur Didier Deschamps. La liste des 23 du coup c'était par Didier Deschamps cet après-midi, donc on va pas faire toute la liste, mais il y a quand même des petites surprises dans cette liste, avec la présence du Lensois Jonathan Klaus, du coup sa présence qui est une petite surprise. Après on peut pas forcément dire que c'est démérité, mais bon, une petite surprise quand même. Donc il viendra renforcer la défense française. Il y a aussi du coup la présence de Christopher Nkunku, son premier appel en équipe de France, comme Jonathan Klaus du coup. Christopher Nkunku qui est vraiment en pleine bourre en ce moment en Allemagne. C'est 28 buts en toute compétition confondue en 38 matchs disputés cette saison. Donc en pleine bourre, et c'est une sélection qui est du coup toute logique, je pense, au vu de ses statistiques. On peut noter aussi le retour de Karim Benzema, malgré sa petite blessure au mollet et une fatigue certaine aussi. Et le retour aussi de Paul Pogba avec le groupe des Bleus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a marqué spécialement, les gars, dans cette liste. Aussi, c'est forcément Jonathan Klaus, Une une première méritée. Ça fait longtemps quand même qu'on attend Jonathan Klaus, là, ça va faire un an. Il a fait 2 dernières très bonnes saisons. Moi, je pense que c'est totalement mérité, bien sûr. Il a été excellent. Il pourra largement valoir le travail de Pavard qu'il a fait en équipe de France. Pour moi, je suis content. Enfin, je suis content, oui et non, parce que ça reste un Lensois. Mais non, ça va, c'est bien. Je suis content. Ça fait un peu plus de nouveau. Moi, je suis surtout content pour Nkunku parce qu'il affole les compteurs depuis le début de l'année quand même. Et déjà l'année dernière, il était quand même sur une très bonne saison. Et on se demandait justement quand est-ce que Didier Deschamps allait commencer à se poser la question de l'appeler oui ou non. Et là, il est appelé pour le coup. Là, c'est sûr, c'est fait. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Après, pour Jonathan Klaus, je suis un peu plus mesuré dans le sens où oui, on attendait un second choix dans la liste de Didier Deschamps au poste de latéral droit. Mais ça reste un joueur qui a quand même 29 ans, c'est pas vraiment une option pour le futur, même s'il affiche un bon niveau en ce moment. On ne sait pas ce qu'il en sera dans 1, 2, 3 ans. Ouais, non, mais là, pour les matchs amicaux, c'est bien. Donc, c'est pas une mauvaise idée de le tester. Après, est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas sûr. Bon, pas de réelle surprise, mais c'est pas bon, c'est une première, mais qui était quand même attendue. Non, mais je suis pas totalement d'accord avec toi, Alexis. Enfin, c'est 2 matchs amicaux. C'est bien ça. C'est 2 matchs amicaux. Oui, il n'y a rien à perdre. Après, bon, pour un joueur qui va...
faire sa première sélection à 29 ans, ça paraît compliqué qu'il en fasse beaucoup d'autres finalement. Moi, je dis pas comme toi. Après, Quand tu vois des mecs comme Karim Benzema qui ont. Bon, Ouais, après, c'est pas les joueurs, mais bon. il a un autre passé que Après, Jonathan bon, c'est Klaus, je Dans pense. tous les cas, est-ce qu'il va débuter un match? Je sais pas, il va peut-être certainement disputer quelques minutes en fin de match, je sais pas. Ou alors on verra la stratégie de Deschamps. En général, Deschamps a plutôt pour idée de convoquer des joueurs qui pourront être utiles dans le futur. Là, je sais pas si c'est le cas, donc on verra bien ce que ça donne en tout cas. Du coup, aussi, il y avait Aurélien Tchouaméni aussi qui est encore une fois du coup en équipe de France, donc bonne nouvelle. Et puis aussi Didier Deschamps qui a répondu aux questions des journalistes aussi cet après-midi après la liste. Et donc il a répondu aux questions des journalistes sur le cas Kurt Zouma. Et Kurt Zouma, du coup, il a évoqué l'absence de Kurt Zouma en équipe de France, du coup, en évoquant un choix sportif. Après, du coup, le bad buzz qu'il y a eu sur lui, le mauvais buzz qui a eu lieu à son propos il y a quelques semaines. On va pas la rappeler forcément parce que là c'est pas très gai, mais voilà, c'est un choix sportif du coup selon Didier Deschamps, alors que Kurt Zouma il fait quand même une excellente saison sportivement, on peut le dire, et sous le maillot de West Ham il est très très bon, et bon, sportivement c'est dommage, après ça peut se comprendre pour le reste, mais c'est quand même bizarre d'évoquer un choix sportif pour le coup. Tu sais pas s'il s'est exprimé sur Giroud, je sais pas s'il y a un journaliste qui lui a posé la question. Je sais pas qui est passé, mais je pense que dans mon propos, les journalistes m'avaient tellement parlé au début, que là ça s'est un petit peu enlisé, il y a quand même de grandes chances qu'au division on ne le revoit plus en équipe de France. Je pense que l'affaire semble, malgré sa saison quand même assez belle, faut le dire, à Milan. Bah complètement, mais après tu vois, à choisir entre Karim Benzema, Christopher Nkunku et Olivier Giroud, c'est ça, sûr, forcément. Mais c'est sûr, mais pour un joker, on aurait pu penser que moins, il aurait quand même pu apporter. Ou pour atteindre Thierry Henry. C'est vrai qu'on Après, on choisit pas forcément, c'est sûr. Mais voilà, cette équipe de France donc, qui jouera les 25 et 29 mars prochains. De matchs amicaux en vue évidemment de préparer correctement sa Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Lille-Chelsea, c'était hier le 8e de finale au retour. Les Lillois devaient réaliser un exploit majuscule pour renverser une montagne. Chelsea qui s'était imposé à domicile 2-0 il y a de cela 3 semaines. Les Lillois ont pourtant montré des belles valeurs hier, sont bien combattus, mais finalement ont perdu en fin de match 2-1. Une réaction de Victor qui était au match, comme Alexis d'ailleurs. Ouais, j'ai écouté, hier c'était au Stade Pierre-Mauroy, une ambiance des grands soirs, très festif, très coloré, très bruyant aussi, vraiment. On a vu aussi un magnifique tifo du LOSC. Moi j'étais impressionné, voilà, donc ça faisait plaisir, vraiment une très belle ambiance au Stade Pierre-Mauroy. Donc on a vu une première période plutôt belle de Lille, maîtrisée pas totalement, parce que bien sûr Chelsea a marqué juste avant la mi-temps, juste avant la pause. Un peu de réussite je trouve pour Chelsea, je sais pas si Alexis sera d'accord avec moi. Et en deuxième période, on a eu une deuxième période plus compliquée pour Lille. Et encore plus compliqué quand le score a été aggravé avec c'est Marcos Alonso qui a marqué. Qui a marqué. Du genou. Ouais, du genou. Et malgré ça, on peut quand même souligner le pressing haut, l'intensité, et aussi de Lille, mais aussi je voulais souligner, on a vu une équipe de Chelsea très, très statique et très bien organisée, mais je trouve aussi que le LOSC a vraiment cherché les solutions, a créé du mouvement pour essayer de trouver des solutions, et bon, je trouvais ça plutôt pas mal, je sais pas ce que tu en penses. De mon côté, tu as évoqué le fait qu'ils avaient peut-être maîtrisé la première période. Pour moi, c'est plutôt Chelsea qui a joué en dessous de son niveau que vraiment Lille qui a inquiété Chelsea. À mon sens, on a vu toutes les faiblesses de Lille. Alors certes, ils avaient l'envie de créer du jeu, mais ils n'avaient pas les arguments offensifs à faire valoir pour aller vraiment chercher cette équipe de Chelsea et montrer, comme Villarreal l'a fait hier, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, qu'ils pouvaient aller chercher une des grosses équipes en Champions League et vraiment s'imposer, se qualifier de manière spectaculaire. C'est clair. Vas-y. Et pourtant, c'est dommage, lorsqu'on voit que Lille, finalement, avec l'aide d'un penalty, mène au score, on se dit que là, Lille peut quand même enflammer, il peut se passer quelque chose en soi, parce que il y a les supporters, il y a le stade qui s'enflamme, il y a les joueurs qui, mine de rien, ne faisaient pas une mauvaise première mi-temps quand même, il faut le dire, même si Chelsea n'était sans doute pas à son niveau d'habitude. Et puis finalement, Chelsea prend l'incursion et dans le temps additionnel, ça fait but. Attends, Tanguy veut dire quelque chose. Ouais, je disais, on discute avec Alexis en off avant l'émission, mais c'est sûr que c'est compliqué pour une équipe comme Lille, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, de rivaliser avec Chelsea. Ils ont fait une très belle prestation. Honnêtement,
En principe, ils méritaient la victoire pour la combativité, pour le match qu'ils ont fait. Après, Chelsea en face, c'est sûr que c'est au-dessus. Et pour aller chercher une équipe comme Chelsea en Ligue des Champions, faut en faire plus que ça. Après, ils ont eu des occasions. On a vu un Jonathan Bamba qui a fait une très belle prestation. Yilmaz qui était présent aussi. Il y a eu des très bons joueurs qui ont fait quand même un assez bon match, un match correct quand même. Parce que c'est Chelsea en face. Ça reste Chelsea en face. Donc dans tous les cas, l'opposition elle est au-dessus. Et pour une équipe comme Lille, c'est quand même un beau match. Alexis, pas d'accord sur Yilmaz. Je dirais pas qu'il a fait un mauvais match, mais hormis son penalty, il a pas fait un match transcendant non plus. Il a essayé une frappe à un moment donné qui a été contrée. Et là, pour le coup, je sais pas si c'est un mauvais choix, mais en tout cas, il avait le temps pour prendre peut-être une autre solution, ce qu'il n'a pas fait. Je n'ai pas été convaincu non plus par Yilmaz. Pour moi, il reste en perte de vitesse par rapport à l'année dernière. Et il a souvent été hors jeu aussi. Et il a souvent été hors jeu, comme toute la saison finalement. C'est symptomatique. Mais par rapport à ce qu'on voit en Ligue 1, oui, voilà ce que j'allais dire. Voilà. Après, pour moi, l'équipe de Chelsea, hier, elle n'était pas terrifiante non plus. Elle était prenable. Mais sur les deux matchs, elle était prenable. Alors certes, ils étaient très bien organisés, ça quand même, il faut le souligner. Ils étaient très très bien organisés, très très bien en place. Mais fondamentalement, cette équipe-là, elle faisait pas non plus super peur hier, quoi. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais après, c'est là qu'on voit justement les faiblesses de Lille, qui n'étaient pas au niveau pour aller chercher cette équipe-là. C'est ce que je disais au caméraman hier. Moi, j'ai trouvé que voilà, Chelsea, ils sont pas, pour moi, ils sont pas. J'essaie de rester poli, mais ils sont pas trop le cul. Ils sont pas. Enfin, je suis désolé, ils pouvaient largement mettre plus à Lille sur les deux matchs. Ils peuvent en mettre des tonnes et des tonnes. Moi, j'ai la sensation qu'ils se retenaient un peu. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Hein, ils ont fait 2 actions sur tout le match. Mais 2 buts. Ils sont bougés le cul 2 fois, ils ont marqué 2 buts. C'est l'efficacité des champions presque, j'ai envie de dire. C'est l'efficacité insolente de Chelsea et des grands clubs. Chelsea n'a pas été par hasard champion d'Europe l'année dernière. C'est la loi des grands joueurs. Pourtant, Lille peut regretter son début de seconde période. Il y a le poteau aussi de Sheka. C'est surtout le 1 partout qui met un coup derrière la tête. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais on se dit que si Lille reprend l'avantage. Ouais, mais t'as vu le mal qu'ils ont eu pour marquer un but en première période sur penalty. Ouais, on marquait un but, c'est là qu'on voit la faiblesse offensive quand même ces derniers temps de Lille, qui n'a pas vraiment de joueur qui fait la différence. Alors Jonathan David mettait beaucoup de buts l'année dernière, mais cette année c'est assez compliqué. Et il n'y a pas vraiment de joueurs qui dynamitent, qui cassent des lignes. Alors Renato Sanchez le fait un petit peu, mais là il n'était pas là et ça s'est vu, je pense. Ben Arfa vite fait. Mais... Pour Chelsea, les gars, après j'ai envie de dire que Chelsea, le cadre extra sportif n'aide pas dans ce genre de situation-là. Donc après, ils peuvent pas forcément non plus s'en servir comme une excuse. Mais ouais, voilà, le cadre extra sportif n'aide pas, je pense. Alors moi, je te demande de reparler du cas de Chelsea pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant. Juste pour finir sur Lille, je me souviens avec l'entraîneur qui disait à l'issue des 2 rencontres hier soir, notre parcours est réussi, l'été avant les 8e, ce qu'il fallait après quand on hérite du champion d'Europe et du monde, c'est d'être à la hauteur de l'événement. 2 fois sur Stamford-Bridge et ce soir on l'a été. C'est quand même un parcours. Si, c'est vrai. C'est quand même un parcours sur l'ensemble réussi ou pas, messieurs? Oui, quand même. Et de toute façon, Jocelyn Gourvenec peut pas dire autre chose parce que déjà c'était inespéré de se qualifier. Sortir contre Chelsea, c'est pas une honte non plus. Ils peuvent sortir la tête haute. On n'a pas eu de chance déjà quand on finit en premier du groupe, on tombe sur le champion du monde, champion d'Europe en titre. On n'a pas eu de chance et non, vraiment, ils peuvent sortir avec la tête haute parce que déjà ils n'ont pas été ridicules loin de là. Bon, après, on enlève la Ligue des Champions au LOSC. Voilà quoi, les gars, c'est vraiment pas terrible. Et c'est ça, et puis c'est comme ce qu'on disait avec Yilmaz tout à l'heure. En comparaison de ce qu'on voit en Ligue 1 cette saison, le parcours en Ligue des Champions, il est plus que réussi, on peut juste s'en satisfaire. Et c'est un peu l'éclaircie dans une saison qui est vraiment très morose et très mauvaise pour lui. Ouais, et maintenant, leur objectif, ça va être de chercher une place européenne. Et il va y avoir Caracolé, justement, même si la dynamique est bonne, pour aller attendre. En bonne, pas tant que ça, Saint-Etienne 0-0. Ouais, 0-0. C'est 10 points sur les 4 derniers matchs. C'est quand même mieux, même si il faudra faire encore plus pour réussir à la prochaine place européenne. Chelsea, justement. Pour ceux qui ne savent pas, Chelsea, qui est dans une situation assez compliquée sur le plan administratif, qui a été lâché récemment par l'actionnaire Roman Abramovich, et qui risque tout simplement la faillite dans les prochains mois. Ouais, complètement. C'est contre son gré, évidemment, Roman Abramovich. Après, on sait que c'est un oligarque russe et qu'il est visé par les restrictions à cause de la guerre. C'est difficile pour Chelsea, c'est dommage pour Chelsea, mais bon après, chacun a son avis là-dessus, mais c'est la guerre et les sanctions qui sont faites à l'international doivent aussi être faites pour
pour le sport. Après, il faudrait trouver une solution pour Chelsea parce que ce serait dommage de mettre un club comme ça, un club historique en Angleterre, de le laisser comme ça à l'abandon. Parce que Chelsea, c'est quand même une institution, c'est quand même un club qui a marqué l'histoire. Et le laisser tomber comme ça du jour au lendemain, ce serait quand même dommage. Déjà pour les supporters anglais et pour l'histoire du football anglais aussi, ce serait très dommage, je pense. Donc là-dessus, je pense que sur les sanctions sportives, on va un peu, de mon goût en tout cas, on va un peu trop loin. Mais bon. Ouais, moi je pense. C'était avec Tante 77 qu'on disait que ça ressemblait plus à de la vengeance plutôt que des sanctions. C'est plus genre, je sais pas, on a l'impression qu'ils en remettent une couche à chaque fois, Chelsea. Ah bon, bref. Alors, il avait racheté le club en 2003 à hauteur de 170 millions d'euros. Le club a été mis en vente du coup le 2 mars dernier. Le rachat, vous avez une idée du rachat? C'est pas 2 milliards? 3 milliards. Il demande 3,6. 3,6 milliards. Il demande 3,6 et il y a un milliardaire africain, si j'ai pas de bêtises, qui a proposé 2,8 et c'était insuffisant à son goût. Donc à suivre, on verra. Donc il a fait une belle plus-value en tout cas. Et qui en tout cas a obtenu une dérogation pour moi jouer jusqu'au 30 mai. On va faire un suivre. 30 mai? Jusqu'au 30 mai. Il y avait d'autres huitièmes de finale cette semaine. On va récupérer les résultats avec Alexis. Et faire un point sur du coup, les qualifiés pour l'écart. Ouais, comme tu disais, tout d'abord mardi, il y avait l'Ajax qui jouait contre le Benfica et il y avait eu match nul à l'aller, donc il y avait de l'enjeu dans ce match-là. Le Benfica s'est imposé 1-0 du coup, mais le match qui retenait toutes les intentions mardi, c'était Manchester United, de Cristiano Ronaldo entre autres, contre l'Atlético Madrid qui avait dominé le match aller mais qui n'avait pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Et c'est l'Atlético qui s'est qualifié sur le score de 1-0. Donc surprise ou pas, je sais pas, vous allez peut-être me le dire, mais qualification du coup de l'Atlético. Et hier, il y avait un autre match du coup entre la Juve, équipe célèbre d'Italie, et Villarreal, entraîné par Unai Emery, l'ex-coach du PSG du coup. Et c'est Villarreal, contre toute attente, qui s'est qualifié sur le score de 3-0 quand même, alors qu'ils n'étaient pas favoris du tout de ce match-là. Donc une belle qualification pour eux, inespérée on peut dire. Donc voilà pour les matchs de Champions League de la semaine. Je tenais à faire mon mea culpa parce que j'avais critiqué les équipes espagnoles dans l'émission d'il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et finalement, voilà quoi. Real Madrid est passé, Villarreal est passé, Atlético est passé. Donc voilà, je m'excuse. C'est beau de le bien. Devant les nombreux Espagnols qui nous regardent. Cette réussite également savante de Villarreal, les sous-marins jeunes qui ont monté 3 dans le dernier à la Juventus. Bon, 3 heures on peut dire que c'est sévère, mais quand on prend 3 buts à domicile, il y a quand même un problème. Qu'on s'appelle la Juve. Ouais, je suis assez d'accord. La Juve passe pas l'obstacle des 8e pour la 3e fois consécutive. Et le pire, c'est qu'Allegri a quand même dit après le match qu'il était satisfait de ses joueurs et de la performance de ses joueurs. Quand on a pris 3-0, qu'on s'appelle la Juve et qu'on n'est pas qualifié contre Villarreal, je suis pas sûr que c'est le genre de conférence de presse qui passe bien auprès des supporters. Après, on verra ce qu'il en est, mais à mon avis, Allegri va pas faire long feu du côté du banc de la Juve. Non, mais s'il est fier, c'est le principal. Et alors, on pense les qualifiés du coup maintenant pour les quarts de finale. Alors du coup, au menu des qualifiés, du coup, on aura Manchester City, Liverpool, Chelsea, les 3 clubs anglais qui se battent en ce moment pour gagner la Premier League. Du côté espagnol, on aura le Real Madrid, Villarreal, Atlético qui sont qualifiés, et on aura le Bayern Munich évidemment et le Benfica Lisbonne. Voilà pour les qualifiés, donc des beaux matchs à suivre en perspective. Le tirage qui est vendredi, c'est ça? Demain à midi, à partir de midi. Donc on va suivre ça avec attention. C'est bien. Ça sera à Lyon en Suisse, il me semble. Il me semble bien. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir quelles oppositions on a. Les tirages pour les quarts de finale, il y en aura aussi d'autres. Ça concernera la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence parce qu'il y a des 8e de finale également ce soir en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Quelques affiches, Alexis? Alors, il y a la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence ce soir. Donc les affiches en Europa League: Bayer Leverkusen, Atalanta, AS Monaco, Sporting Braga, Galatasaray FC Barcelone, Étoile Rouge Belgrade, Glasgow Rangers, OL FC Porto, Eintracht Francfort, Betis Séville, West Ham FC Séville, et du coup match annulé entre Leipzig et le Spartak Moscou, étant donné que le Spartak est exclu de la compétition. Leipzig passe au tour suivant directement. Et concernant la Conference League, du coup on a 2 clubs français engagés, l'OM qui joue son match retour contre le FC Bâle et Rennes qui joue contre Leicester. Voilà pour les matchs de Europa League et Conférence. Merci. Avec Monaco mal embarqué. Dos au mur, Monaco. Qui devra
remonter un handicap de 2 buts, Mhm. donc face à Braga, et Lyon par contre, à domicile, qui pour sauver peut-être sa saison, Mhm. en tout cas en Ligue 1 c'est mal parti, va devoir livrer une belle performance pour essayer de confirmer son match aller. En plus, on m'a dit que tu croyais fort, donc. Non, mais ce sera carrément pas un sauvetage. Et s'ils se qualifient en quart de finale, on attend beaucoup plus de Lyon déjà en Ligue Europa, aussi en Ligue 1. En Ligue 1, ça commence à être très mal embarqué, comme tu l'as dit. Mais 1-0 face à Porto, match à domicile ce soir, il faut y croire. Après, vu le tollé qu'il y a eu contre Rennes il y a quelques jours maintenant, vu les performances qu'on voit en Ligue 1, ça fait quand même beaucoup pour Lyon. Au niveau de la confiance, même au niveau du groupe, ça commence à être compliqué. Donc voilà, jugement juste à voir, et après je veux bien que Lyon passe, ça ferait encore un club français en plus plus loin qui passe au tour suivant, mais bon, ce sera pas une qualification en quart qui sauveront leur saison pour le moment en tout cas. Et l'AS Monaco qui est pas non plus sur une saison Ouais. exceptionnelle, donc dans les deux cas, ça serait bien qu'une qualification se profile, même si pour Monaco ça va être compliqué. Ça reste pas impossible pour Monaco. Après on sait que si ils jouent peut-être à domicile, Mais il y a personne à domicile. C'est compliqué. Ils jouent au huis clos. Et puis après les scores aussi en Ligue Europa Conférence, Marseille qui s'était imposé 2 à domicile face à Bâle, qui part en otage favorable, enfin quand même c'est réussi de Bâle, attention. Attention. Par contre Rennes qui va devoir remonter là, c'est pareil, un handicap de 2 buts face à Leicester. Qui est pas une mauvaise équipe, là ça va être difficile. Pour n'importe quelle équipe aussi. Ouais. Après c'est un petit peu le favori quand même de Conference League, Leicester. C'est la meilleure équipe en tout cas sur le papier à mon avis. C'est dommage. Des matchs en tout cas en Ligue Europa, Ligue Europa Conférence qui seront notamment pour les premiers à suivre à partir de 18h45. Je proposerai de les suivre en fil rouge pour nous donner les scores. Merci. Les buteurs en temps et en minutes. Ah oui. Voilà, C'est le sport au rendez-vous. le sport rendez-vous. La ponctualité, surtout la précision des informations toujours. C'est pour ça qu'on t'aime Antoine. La rubrique foot, toujours pour terminer, avec les enjeux de la 21e journée de Ligue 1 qui débutera demain. Alexis. Tout à fait. Alors avant ça, je voulais juste préciser qu'il y a un match en retard ce soir de Première Ligue entre Everton et Newcastle. Du coup, voilà, précision étant faite. Du coup, les enjeux de Ligue 1. Alors ce week-end, il y a des matchs intéressants quand même déjà pour le maintien entre Saint-Etienne et les Stacks de Troyes qui commencent vendredi pour l'ouverture de la Ligue 1. On aura également un Nantes-Lille pour les places européennes, j'ai envie de dire conférence plutôt entre Lille et Nantes qui sont au coude à coude en Ligue 1. Angers-Brest aussi, qui est un match plutôt intéressant pour le maintien puisque Brest n'est pas tout à fait maintenu et Angers se bat quand même pour le maintien. Sinon, c'est surtout les matchs du haut de tableau qui vont être intéressants entre l'AS Monaco et le PSG. Donc le PSG qui n'a plus que ça à jouer et Monaco qui est mal embarqué en Europa League qui devrait aussi chercher une qualification. Et surtout OM Nice quand même qui sont les deux équipes dauphines du PSG qui se battent, qui sont à égalité de points derrière le PSG à 50 points et du coup l'une des deux équipes pourra créer un trou avec son opposant en cas de victoire ce week-end. Donc un match très très intéressant pour le coup ce week-end entre les deux formations de Côte d'Azur. J'annonce Nice. Ça a annoncé. Ouais, je suis d'accord. Ça peut se Nice qui tenter. avait déjà battu Marseille en Coupe de France. Ouais, c'est vrai. En quart de finale. Oublié. Donc voilà, ce sera un match intéressant aussi. J'ai hâte de voir si ce sera un pari désintéressé ou un pari qui va tout donner, qui va lâcher les chevaux, qui va jouer sans pression. Mais bon, je sais pas. Parce que Paris, on sait toujours qu'en fin de saison, en Ligue 1, il y a des petites défaites qui arrivent. C'est un peu bancal, des fois en fin de saison, mais après ça joue plus la Ligue des Champions, donc évidemment. Après, bon, à 15 points d'écart avec le deuxième, Et on peut oui, supposer voilà. que Et on a peu Tony qui importe. nous dit dans le chat, en jeu du PSG en Ligue 1, reconquérir son public. MDR, on l'a vu contre Bordeaux. Ouais, Oui, il y a du travail. il y a du travail en tout cas, mais oui, face à Bordeaux, bon. Ouais, face à quand Bordeaux. même 20e, il n'y a pas un énorme mérite, Non. même s'il faut quand même se remobiliser, tout ça, mais bon, c'est vrai que le PSG ne va pas évidemment s'extasier en Ouais, gagnant non. contre Bordeaux. Non. Bien entendu. Il y aura aussi des affiches à l'étranger. Eh bah pas tellement, figure-toi Antoine, malheureusement. Un classico, oui, comme un classico. Hormis le Classico, il n'y a pas trop de matchs, mais bon, ça reste le match de référence, donc on est quand même content de l'avoir. Ça sera du coup dimanche à 21h. On verra qui du Real ou du Barça va l'emporter cette fois-ci. J'espère que ça sera le Real, forcément, mais un match à suivre. Forcément, le Classico, c'est toujours un match à suivre. Donc voilà. Sinon, au niveau des autres championnats européens, malheureusement, il n'y a pas de gros choc à signaler, hormis en Ligue 1, comme on vient de le dire. Voilà, pour les championnats, vous allez suivre le Classico, sur le Barça. Évidemment. Moi aussi, oui.
Évidemment. Un match à pas rater. Match intéressant, surtout que le Barça est en reconstruction et commence à revenir à un bon niveau. Et le Real a prouvé qu'il pouvait avoir un bon niveau par moment, donc ça va être intéressant. La Pachavi commence à être intéressante au Barça, ça commence à être beau à voir. Ce qui est drôle, c'est qu'ils arrivent à recruter plus intelligemment quand ils n'ont pas de sous que quand ils en ont. Donc c'est assez paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Voilà pour les enjeux football du week-end. Le 15 de France, messieurs, le 15 de France pourrait réaliser depuis 12 ans le Grand Chelem. Ça n'est pas arrivé donc depuis 12 ans. Le 15 de France qui défiera l'Angleterre ce samedi pour la dernière journée du tournoi de la destination. Et quel match? Le crunch, comme on l'appelle. C'est France-Angleterre. J'arrive pas à me rendre compte que ce que tu dis là est vrai entre nous. C'est fou. Et c'est vrai. Du coup, je vais commencer. France-Angleterre, donc samedi 21h, Victor. Ouais, mais avant ça, je vais faire un petit résumé du match Face au Pays de Galles la semaine dernière. face au Pays de Galles de vendredi dernier. Donc les Bleus ont sorti le très grand jeu en défense pour s'imposer 13-9 au Millennium Stadium. Vous avez marqué l'accent. Ils sont sur le 1, donc tu l'as dit, d'un grand chelem, ce qui n'est pas arrivé depuis 2010. C'est énorme. Donc on a donc assisté à un début de match plutôt fou avec à la 9e minute Anthony Gelon qui viendra finir une percée de Mathieu Jalibert. La suite, ça sera une bataille de buteurs entre le Gallois Bigard et le Français donc Jaminet. En seconde période, on va plus assister à un rugby de tranchée avec des Gallois dominateurs, mais malheureusement sans solution. Sauf à la 47e, on peut noter où Jonathan Davis, sauf les Français, d'un essai tout fait en faisant un en avant. Donc voilà, on a vu une victoire sans spectacle, sans réel, comment dire. Bref, victoire 13-9 à l'extérieur, c'est le principal. Et voilà, on a un match du Grand Chelem. La Copo est sortie aujourd'hui. C'est donc une Copo totalement attendue, avec aussi le retour de Damien Penaud qui fait son retour aux dépens de Moefana qui est d'ailleurs blessé au genou. Ça nous permet donc de rêver aussi de Grand Chelem avec le crunch, donc tu l'as dit, et c'est au Stade de France. C'est important de préciser. Ça va être vraiment une ambiance de fou. Un match difficile aussi contre des Anglais qu'ils ont perdu face à l'Irlande, c'était samedi. Mais ça reste une équipe très solide qui est entraînée par Eddie Jones, un des meilleurs entraîneurs qu'on peut retrouver aujourd'hui en rugby. Ça va être un très beau match, j'ai hâte. C'est samedi soir à 21h sur France 2. Alors, moi, ça va être un très beau match. On attend ça depuis très longtemps, comme tu l'as dit, Victor. Et ça fait plaisir de voir une équipe de France comme ça pour revenir sur le match contre le Pays de Galles. Quand c'est bancal offensivement, quand ça a du mal offensivement, le plus important c'est d'être là défensivement et c'est ce qui s'est passé. Ça montre que le groupe est là, que le groupe est soudé, qu'il n'y a pas un seul espace qui est cédé aux Gallois. Et ça passe tout simplement par là. Un Grand Chelem, ça passe par ne pas faire de défaite littéralement. Donc c'est ce qu'il fallait faire. C'était une victoire serrée, mais en tout cas on a quand même vibré en voyant la grosse défense de l'équipe de France face à des Gallois qui en voulaient et qui poussaient jusqu'à la fin du match. Et après contre l'Angleterre, il n'y a plus qu'à terminer le travail. Et les supporters anglais, j'ai l'impression aussi qu'ils sont un petit peu qui pensent déjà un petit peu être perdants. Les supporters n'ont pas l'air très, très motivés à propos de ça. Ils pensent que la France est l'équipe qui va gagner le tournoi, enfin, en tout cas de ce que j'ai vu des interviews de supporters. Donc, bon. C'est fou quand même quand on se dit qu'on a gagné tous les matchs depuis le début, que l'Irlande en a perdu un et on n'est même pas encore assuré de gagner, quoi. Et alors justement, je vous rappelle les conditions officielles pour que l'équipe de France faut faire décrocher le Grand Chelem. Donc si on s'impose à l'Angleterre, il n'y aura même pas besoin de prendre les quelques lettres, c'est sûr, la France aura le Grand Chelem, sera sacré. Si un match nul contre l'Angleterre mais que l'Irlande ne bat pas l'Écosse, la France sera sacrée également. En cas de défaite contre l'Angleterre, mais de bonus offensif et défensif, et si l'Irlande ne domine pas l'Écosse, ce sera bon également. S'il y a défaite contre l'Angleterre avec un bonus offensif ou défensif, et que l'Irlande ne fait pas mieux que match nul sans prendre de bonus, c'est aussi un critère. Ou alors si on perd contre l'Angleterre sans bonus, c'est que l'Irlande perd contre l'Écosse sans prendre les deux bonus. Ça fait quand même beaucoup de conditions si jamais on ne gagne pas. Mais bon. Faut pas y penser, dans tout cas, faut penser à gagner. Avec ou sans bonus, il faut gagner, on s'en fout. Et on va gagner. On va gagner, on faut le dire. On va gagner. On croise les doigts, on touche du bois et voilà. Et tout le monde sur les Champs-Élysées, je vous le dis. Non mais ça serait historique, c'est vrai que ça serait. Mais c'est dommage que ça soit pas assez suivi parce que depuis 2010 ou quoi, ça aurait été beau. Ce serait une bonne manière de
bien préparer. Et de montrer le soutien qu'on a pour eux et qu'on La prend Coupe du eux pour la Monde Coupe du 2023. Monde. Ouais, il y a une vraie dynamique autour de l'équipe de France, niveau supporter et même autour des joueurs. C'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Plus personne ne. Enfin, ouais, il n'y a plus vraiment moyen de critiquer l'équipe de France parce que c'est beau à voir ce qu'ils font en ce moment. Et ouais, la dynamique, elle est juste incroyable. Donc, faut que l'engouement continue à aller sur cette pente ascendante et ça, ouais, c'est de bon augure, comme tu l'as dit, pour la Coupe du Monde. Aussi, peut-être. Bien stressé. France-Angleterre. Bah, je pense qu'on a tout dit, il faut viser la victoire, faut pas faire de calcul sur les potentielles autres manières d'être champion, faut aller battre les Anglais, il n'y a pas le choix et je pense que ça va le faire. Et puis on se dit aussi que les Anglais, même si je sais pas, parmi les supporters, il n'y a peut-être pas cette motivation, on sait quand même la rivalité France-Angleterre. Le 15 de la Rose ne donnera pas si facilement. Non, je pense pas la qu'ils vont nous victoire laisser aux gagner. Anglais. On n'a pas perdu contre eux l'année dernière, je ne sais plus, j'ai un doute là. Il Il me semble qu'on avait perdu contre eux. Je- Et contre l'Écosse, bon, non, pour l'Écosse. Non, l'Écosse. Non, mais sur le corps, on a perdu contre l'Angleterre, mais je pense que c'était aussi le dernier match et qu'il fallait l'emporter pour. On l'avait gagné, mais bien Sûr. devant nous. À Twickenham, on est rendu qu'on serait allé Non. Il faudrait pour les stats. Allez, Tanguy va Tanguy va le trouver rapidement, je vais essayer de combler en attendant. Alors, Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je pense que le renouveau de l'équipe de France, alors on le voit depuis l'ère Galtier, depuis le début de l'ère Galtier, mais aussi quand on voit ce France-Nouvelle-Zélande, c'était lors du tournoi d'automne, au mois de novembre, ce succès et surtout cette ferveur derrière, Mais on s'est dit qu'il pouvait se passer quelque chose. Oui, On non, a mais quand même battu la meilleure équipe du monde. c'est même pas étonnant de les voir là, de les voir premiers et en faisant presque un grand chelem. C'est pas étonnant de se dire ça parce qu'on on a vu une réelle progression là, en 2 ans, en finissant 2 fois deuxième. Enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais en finissant 2 fois deuxième, ben, on se dit qu'à un moment donné, la première place elle est à nous. Ils ont progressé les gars, ils sont jeunes. Mais bon, voilà, j'ai pas m'emballer, je stresse bien et. Si on avait perdu l'année dernière contre l'Angleterre, les gars. En dernier match, je sais pas si c'était. 23-20. C'était pas en dernier match. Le dernier match, c'était contre l'Écosse. On avait perdu 27-23 et contre l'Angleterre, c'était 23-20 pour l'Angleterre. C'est ce qui me semblait. Hein. 23-20 pour l'Angleterre, la France a l'occasion de prendre sa revanche. Exactement. Et surtout de réaliser le grand chelem, ce qu'elle n'a pas fait depuis 12 ans maintenant, ça commence à être assez long. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, c'était Marcy Lièvremont, qui avait dit sur RMC, je crois que c'était aujourd'hui, lors du Super Moscato Show, il a dit en souriant, j'espère qu'on va les martyriser, ça serait beau pour finir en beauté de réaliser ça et de donner aussi du baume au cœur aux Français qui va en nombreux stades de France. C'était avec les Vromondeurs qu'on avait gagné la dernière fois. C'était bien Gagné, je de sais jouer pas, ça. c'est lui, c'est avec lui qu'on a fait c'est lui avec qui qu'on a fait la finale de 2000. Ouais. Voilà la France, qui quand même pourrait remonter. En tout Ça serait cas, fou. Ça serait très très beau. Fou mais mérité. Voilà, pour le rugby, on aura hâte de suivre ça. Ce sera samedi à partir de 21h. En plus, la France aura le luxe de voir ses concurrents jouer avant un après-midi, avant de jouer plutôt. Ça, je sais. Ça c'est bien. Ça. Donc, ça sera important. Le cyclisme, maintenant. On va parler cyclisme et des courses importantes qui se sont déroulées ce week-end. Ce week-end et la semaine dernière. Et puis la semaine dernière, tout simplement. Ouais. En revenant d'abord sur le Paris-Nice. Paris-Nice, donc, course de 7 jours, qui s'est disputé et qui a vu le succès, Victor. Je vais te le dire, alors c'est le succès du Slovène sans surprise, Primož Roglic, qui a donc remporté la 80e édition de Paris-Nice dimanche à l'issue de la 8e étape qui elle a été remportée par Simon Yates sur la promenade des Anglais. Un Paris-Nice qui a été entièrement dominé par l'équipe Jumbo-Visma avec 3 victoires d'étape, dont 2 avec des triplés. Un autre Slovène a remporté une autre course majeure la semaine dernière, c'est Tadej Pogačar qui a remporté donc le Tirreno Adriatico en Italie. Il s'impose lui aussi dans une course qu'il a totalement maîtrisée de bout en bout tout au long de la semaine. On en parlait tout à l'heure avec Tanguy, mais là on peut aussi noter la belle 8e place de Thibaut Pinot au classement général. J'enchaîne Antoine, on discutera après. C'est moi qui décide. on va pas être copains là, Victor. Vas-y, je te Marc Cavendish s'est imposé aujourd'hui sur Milan-Turin et Maximilian. C'était hier. C'était hier, pardon. Ouais. Voilà. Donc, C'est parce qu'aujourd'hui c'était le Grand Prix de Denain et c'est Maximilian Wechfeld qui est l'Allemand qui s'est imposé, l'Allemand de la Cofidis qui s'est imposé donc sur le Grand Prix de Denain. Et on peut aussi noter que Julien Philippe ne prendra pas le départ samedi de Milan-San Remo, il a une bronchite. Donc voilà, donc si vous voulez débriefer, messieurs, n'hésitez pas. Paris, enfin, Primož Roglic qui a vaincu le signe indien.
Ouais. Après 2 éditions quand même, donc ça a été malheureux pour lui. Hein, Ouais, bah, il avait une malédiction qui faisait qu'en France, il ne remportait pas les classements généraux, pardon, qu'il les perdait sur les dernières étapes. Mais je crois non, il avait remporté le Tour de l'Avenir, je crois, je sais plus. Le Tour de l'Avenir, oui. Il a remporté, je vais te dire ça, mais Oui, on va être précis, mais et tes connaissances, bien sûr. Ouais, non, bah, Paris-Nice, il avait malheureusement échoué l'année dernière et l'année d'avant, je ne sais plus. Ouais, donc il a totalement dominé Paris-Nice, et comme Pogacar qui a totalement dominé Tirreno Adriatico. C'est vraiment deux Slovènes qui sont ultra favoris du Tour de France. Je pense que c'est les deux seuls qu'on verra encore une fois au Tour de France. Et d'ailleurs, je voulais juste noter que Roglic et Vingegaard et Martinez ont fait donc aujourd'hui le Grand Prix de Denain, donc une course, c'est un espèce de mini Paris-Roubaix. Pour s'entraîner, c'est même pas sûr, c'est pour s'entraîner pour l'étape des pavés qui y aura au Tour de France cette année. Pour revenir sur Paris-Nice, ouais, Roglic, en toute logique, je vois pas qui aurait pu lui poser énormément de problèmes. De toute façon, c'était le grand favori de la course, Ouais. j'imagine. Puis aussi, je tiens à noter quand même une belle performance de Christophe Laporte qui a porté le maillot jaune Ouais. pendant plusieurs jours. C'était beau à voir parce que c'était quelque chose qu'il n'aurait, je pense, jamais fait avec Cofidis. Ouais, non, bah, peut-être. Et ouais, non, en tout cas, c'était une belle performance. Et puis, ouais, franchement, domination de Jumbo Visma sur le Paris-Nice, c'était quand même assez impressionnante. Donc, je pense que cette année, ils ont un coup à jouer quand même sur le Tour de France. Après, on verra, parce que Pogacar, ça reste quand même Pogacar. On sait ce qu'il a montré ces 2 dernières saisons. Mais c'est sur Tirreno Adriatico, il était hyper impressionnant. Il est totalement dominé, il arrive, il fait une victoire. C'est vraiment impressionnant. ça en devient même peut-être déroutant hein, pour certains. Même si... Pour toi, pour Non, je dis même pour le grand public, tellement. Alors après, oui, non, mais c'est sûr. il est tellement facile, tellement. Mais je dis ça parce qu'il n'y a pas de concurrence aussi à côté. Mais c'est comme sur le Strade Bianche, il était parti, je crois, 40 km, je crois. Il arrive, il bataille seul et il arrive avec peut-être une minute d'avance sur les deuxièmes. On peut rien faire, quoi. Tu peux rien faire face à un mec comme ça, c'est dommage. Le talent, le prodige slovène, et donc on a 2 prodiges qui seront évidemment de la partie sur le Tour de France. En plus, il n'y aura pas Egan Bernal qui aurait pu éventuellement se jouer des coudes avec eux. Et puis voilà, donc voilà pour les courses cyclistes, Thibaut Pinot aussi peut-être juste. Ouais, je je t'ai dit. sur Tirreno Adriatico. Ouais, c'était son premier top 10 en World Tour depuis 2 ans, depuis sa problème de dos. C'est bien, et apparemment, ses sensations, il se sent de mieux en mieux. Après, je pense pas que ça suffira pour remporter un Tour de France ou quoi, mais peut-être une victoire d'étape au Tour de France, je pense que ça lui ferait vraiment du bien. On attend plus de lui. Après, on attend plus de lui. C'est déjà bien qu'il fasse 8ème au classement général du Tirreno Adriatico, c'est déjà une très bonne performance. Lui, il se satisfait de ça. Mais on attend quand même plus de Thibaut Pinot qu'une 8ème place à Tirreno Adriatico. On attend plus de lui, mais on attend surtout c'est de David Gaudu, hein, parce qu'il il va surtout servir de mentor pour David Gaudu, même si maintenant il commence à avoir de l'expérience, Gaudu. Mais pour le Tour de France, je crois qu'il sera aligné, Thibaut Pinot. Ouais, Gaudu aussi, mais Gaudu sera le leader. Hein, Tu penses que Gaudu jouera le général à la place de Pinot ? je pense, ouais. Ouais, ok. Je sais pas si Maggio pourra faire ce choix-là, parce que c'est quand même un choix fort pour le coup, mettre Pinot. C'était déjà un peu le choix qu'il avait fait, je sais plus. Mais il avait fait un choix équivalent à ça. Mais non, mais Gaudu là aussi a chuté au Paris-Nice, ça aurait été bien de voir un peu son état de forme. Là, on n'a pas trop d'indices, c'est dommage. Il avait gagné une étape sur je sais plus sur quoi, mais il avait gagné une étape, donc il est en bonne forme, Gaudu, malgré ses problèmes. Pinot quand même, si on peut parler, c'est passé sa chance quand même sur les grands tours, notamment. Oui, non, mais ça, on va pas en faire dessus, c'est parce que j'avais énervé, mais. Ah, non, mais je pense que c'est en tant fini. que fervent supporter français, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on espère évidemment. Puis avant ça, il y aura évidemment toutes les classiques, les Ardennaises qu'on suivra au mois d'avril. Avec des Français. Avec Julien Lafilippe, on Julien espère, Lafilippe, qui reviendra sur les Bastogne-Liège aussi. Ouais, parce qu'il n'est pas aligné sur Milan-San Remo, là je l'ai dit. Milan-San Remo, côté français, j'ai pas de favori, hein. J'ai pas de mecs qui peuvent se démarquer. Je réfléchis, mais non. Non, voilà. Ouais. Puis il y a une belle épidémie de bronchite en plus en ce moment dans le peloton. Donc, Une soixantaine de coureurs ont fini Paris-Nice seulement, Ouais. sur 150. et tout ça à cause de la bronchite. Donc ouais, c'est pas que à cause, mais quand même une grande partie. En tout cas, des classiques qu'on suivra attentivement. Et puis donc, ça continue la période cyclisme. Tente 78 qui dit but de Rennes. But de Rennes, et bon, on va aller voir. Très juste bien. Derrière, juste pour terminer sur le cyclisme, je viens de voir Primoz Roglic n'a jamais remporté le Tour d'Avenir.
Ah bon? Si tu veux. Bah, c'est Alexandre Pasteur qui avait dit ça. Il avait peut-être juste tenté. Eh bien, c'est un peu. Tout simplement. Comme quoi. Je viens de vérifier le Tour de l'avenir, il n'a pas remporté. Alors, je vais nous dire but de Rennes, Tantelli. Le but de Rennes, ouais, parce que Tantelli, il suit toujours. Il est. Tantelli, c'est il est à droite, à gauche, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de nos correspondants. c'est notre correspondant. Franchement, vraiment chapeau à Tantelli, qu'est-ce qu'on ferait sans lui. But de Bourigeaud. But de Bourigeaud, voilà, le stade Rennais donc, qui nous face à l'extérieur, qui a fait la moitié de son retard sur une passe décisive de Marc. Bah, 1-0 ou 2-0 1-0. 1-0. Martin qui est bien fait mal. C'était le même but. Ah non, qui est tant pis, mais on va pas. Oui, oui. On Non, on va va pas dialoguer là-dessus, c'est bon. pour mettre le couteau. Je sais pas. Ils auraient peut-être dû garder. Allô? Voilà pour le cyclisme. Le tennis, ça joue en ce moment le tournoi d'Indian Wells, le tournoi californien. C'est le premier Master 1000 de la saison. Ouais. Et on va récapituler les principaux résultats avec Alexis et ses performances de Gaël Monfils. Ouais, comme tu l'as dit, ouais, je vais commencer par Gaël Monfils, pardon, Cocorico, qui s'était imposé quand même contre Medvedev, le premier mondial, 4-6, 6-3, 6-1 lundi. C'était en huitième. Et malheureusement, en quart, il n'a pas poursuivi son épopée et il s'est incliné aujourd'hui du coup contre Carlos Alcaraz, qui est tête de série numéro 19. 7-5, 6-1, donc malheureusement pour lui, l'aventure s'arrête là, même s'il avait fait une belle victoire contre Medvedev, il n'a pas réussi à poursuivre cette aventure-là, donc dommage pour lui. Dans les autres résultats, du coup aujourd'hui, Cameron Norrie a battu Brubski 6-2, 6-4 et Rublev, le tête de série numéro 7, a battu Urkash 7-6, 6-4. Ce soir, il y aura Nadal-Kyrgios, le premier quart de finale à 23h, donc assez tard quand même en France, mais si vous avez le temps, regardez, ça sera un bon match. Dans les autres quarts de finale, du coup, côté masculin, demain, il y aura Alcaraz, du coup, qui a battu mon fils contre Norrie, Rublev contre Dimitrov, et Kesmonovic, le seul non-tête de série, contre Fritz. Sinon, côté dames, aujourd'hui, il y avait Swiatek qui s'est imposé contre Keys 6-1, 6-0, donc il n'y a pas vraiment une match pour le coup. Et Simona Alep qui s'est imposé aussi contre Martic 6-1, 6-1. Elles se affronteront toutes les deux du coup en demi-finale. Et on a d'autres matchs qui sont certainement en cours. Il y avait Sakkari contre Ribokiva, je crois que ça se joue à 19h si je ne dis pas de bêtises. Et l'Espagnol Badoza qui joue contre Kudmetova, qui est une Russe du coup, mais qui joue sans bannière, on le rappelle. Du coup, la seule demi-finale connue pour l'instant opposera Swiatek contre Alep, donc un match assez intéressant quand même. Et l'autre est encore à définir, on verra les matchs du jour qui s'imposent. Là, on revient sur le masculin et mon fils. Pour préciser, c'était en 8ème qui s'est incliné face à Alcaraz. Tout à fait. Déception après sa performance de haut volée quand même contre Medvedev. Déception, vas-y. Ça montre un peu ce qu'on voit de Gaël Monfils depuis de nombreuses saisons. Il a fait un très bon Open d'Australie, mais derrière ça montre encore que Gaël Monfils est quand même assez irrégulier. Il fait une énorme performance contre Daniil Medvedev. Après, pour cette performance-là, il y avait peut-être aussi des facteurs de sa vie personnelle à lui qui expliquaient aussi cette très grosse performance, puisque sa copine est ukrainienne. Daniil Medvedev est russe. Après, je ne sais pas si ça a forcément joué dedans, mais peut-être que aussi il voulait peut-être marquer le coup. Mais en tout cas, franchement, une super performance. C'est très beau de voir Gaël Monfils faire des performances comme ça, mais c'est quand même assez décevant aussi de voir que derrière, il ne suit pas. Parce que tu bats le numéro 1 mondial et derrière tu vas perdre contre un joueur qui n'a rien à voir, qui est à un cran en dessous complètement. Alors attention, parce que Alcaraz monte quand même sacrément en puissance et justement on est d'accord. Pas vraiment, Alcaraz était en pleine bourre et Medvedev n'était pas dans son match. Et il était pas dans son. Oui, Alcaraz, mais c'est comme le numéro 1 mondial. Donc tu mets un Medvedev contre Alcaraz, est-ce que Alcaraz gagne? Je suis pas certain de ça pour le coup. Donc ça remonte quand même. Après, Alcaraz est quand même un joueur qui commence à montrer qui il est. Ouais, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais de là à battre Medvedev, je pense pas. Il est plus jeune que moi. C'est peut-être le nouveau Nadal, on ne sait pas. Il y en a vraiment qui le disent. Alors après, il ne faut pas s'enflammer, évidemment, mais ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est quand même sacrément. Non, mais c'est sûr. Mais je dis pas le contraire. Et là, 7-5, 6-1 quand même contre mon fils, c'est assez sévère dans le deuxième set. Dans la deuxième manche. Ouais, mais quand même. Moi, je pense. Qui donc sera à suivre.
le joueur qui est quand même en top 20 mondial, donc ce n'est pas rien pour son âge. Et qui jouera contre Nori qui est tête de série numéro 12, donc quand même un match assez intéressant aussi. Ah bon, on va avoir de gros quarts de finale, hein, c'est sûr. Gros, pas tous, mais il y aura des bons matchs, effectivement. Ah bah, Rublev Dimitrov, ça peut se valoir. Hein. Ouais, après, Rublev est devant au classement, ouais, Dimitrov a toujours été un bon joueur, c'est vrai, et même si il est seulement tête de série, tête de série 33 en ce moment. Dimitrov Ouais. Okay. Ça a toujours été un joueur dangereux dans les tournois comme celui-là, donc on va voir ce que ça donne. Nadal favori Bah, pour la suite du tournoi. je pense qu'on peut le dire. Toutes les têtes de série supérieures à Nadal sont plus là, donc pourquoi pas. Donc Nick Kyrgios, l'Australien. Connu pour ses coups de sang, je pense qu'il va avoir fort à faire contre Nadal ce soir. Ouais, c'est vrai que ce sera un match très intéressant à suivre, messieurs. Nadal, vous donnez favori quand même pour le titre du tournoi. Et sur le tableau féminin, également une belle demi-finale. Une très belle demi-finale. Simona Halep, Iga Swiatek, ce n'est pas rien. C'est un très très bon match. Et la polonaise. Qui est sur le retour, hein, Simona Halep, donc on va voir ce que ça donne, mais ça va être un très très bon match. Swiatek qui est tête de série numéro 3 quand même, hein, donc elle sort pas nulle part. Après il y a Badoza aussi dans l'autre partie de tableau qui n'est pas encore en demi-finale, mais qui est tête de série 5, l'Espagnol. Alors moi pour l'avoir déjà vu jouer, je suis pas très fan de son style de jeu, mais elle peut faire quelque chose aussi dans ce tournoi-là, on va voir ce que ça donne. Pour le tennis, vu qu'on est Master 1000 de la saison, c'est très important de préparer après la saison. Mais si vous connaissez sur terre battue, puis vous avez peut-être appris en tennis, toujours pour rester en tennis, l'information de la semaine, la fin du tie-break traditionnel à Roland-Garros, même dans les autres tournois, puisque maintenant, dans les 7, lorsqu'on sera à 6-6, ça ne sera plus. C'est dommage ça, parce que ça fait partie de. C'est un tie-break en 10 points, c'est Ce ça? sera un tie-break en 10 points sur tous les tournois. Sauf à Wimbledon, on garde le schéma en 12 points. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage parce que moi j'aimais bien le côté traditionnel où c'est ça se joue jusqu'au bout. Finalement ça se joue pas au physique mais presque. Je trouvais ça intéressant. C'est historique quelque part. Je trouve ça dommage de supprimer ça. Pareil. C'est vrai que les raisons invoquées de confort pour les fans notamment, pour faciliter après d'aller sur un autre match. Moi je pense que les fans ils sont très contents quand un match dure et quand le plaisir continue, j'ai envie de dire, parce que quand on va voir un match en général on est content d'y aller, donc si ça dure plus longtemps que prévu c'est pas un problème en général. Non, c'est vrai que c'est dommage et puis c'est vrai que c'est tout le charme finalement. Et quand on en 5-7 les grands chelems. Et c'est vrai que ça ne donnera plus forcément des matchs comme ce match de 2010 à Wimbledon entre Isner et Mahut, c'était joué en 11 heures. 11 heures, c'était impressionnant. Sur 3 jours. Sur 3 jours. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage. C'est bien dommage, mais voilà, décision donc, qui sera désormais officielle à partir de Roland Garros. Voilà messieurs, pour le tennis et voilà pour l'émission principale, les sujets qu'on vous a présentés en principal. Maintenant vous connaissez la formule, on va passer aux infos sport en vrac. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qu'on n'a pas pu vous dire en principal, on vous le dit maintenant. Et aujourd'hui, en info en vrac, on a quoi? On a 3 infos principales, le biathlon, le sport auto, et puis on parlera également de Tom Brady. Le biathlon avec Victor. Ouais, je vais faire vite fait. Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui a remporté le sprint et il a fini deuxième de la Mastart en Estonie. Il s'agit donc le gros globe de cristal et il devient le 4e français à remporter le classement général de la Coupe du Monde. Récompense bien sûr totalement méritée pour le français qui a dominé cette saison de biathlon et après des Jeux Olympiques totalement réussis. On peut aussi noter Simon Destieux qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. Il a donc été champion olympique en 2018 lors du relais mixte. C'est rapide et efficace. Ouais, c'est efficace. Pour juste parler rapidement du biathlon, Simon Destieux, je remarque quand même. Ça a toujours été un coureur de tête de second plan, derrière des stars comme Fourcade ou Maé. Mais bon, il a toujours fait le boulot, que ce soit en relais ou même des fois. Même il a fait un bon début de saison, là. Il a gagné. Il a porté il a été dossard jaune. Donc voilà, bon après, pareil, c'est tôt, je trouve, 30 ans. Ouais. C'est un peu tôt. Bon, après, s'il le sent comme ça, voilà. Pour lui, il avait fait le tour en de la Coupe du Monde. Et puis, juste pour terminer rapidement, Martha Wolfsburg-Roisland qui pourrait aussi s'être jugé
mathématiquement c'est quasi fait. Ouais, bah, c'est pareil. Ici en plus ce week-end, c'est quasi fait. Hein. C'est- Des concours de circonstances. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est bien sûr totalement vérité, pas de surprise. Et... Voilà. Voilà pour le biathlon, dernière épreuve, donc évidemment, dernière épreuve de la Coupe du Monde, qui sera à Oslo tout au long du week-end. Les sports auto, avec beaucoup de choses à dire. Le Grand Prix de F1 qui arrive, le premier de la saison, le MotoGP, un petit retour sur le Grand Prix de la semaine dernière, et un petit point aussi sur le championnat du monde d'endurance. D'abord, Tanguy sur la F1. Ouais, bah du coup ce week-end le Grand Prix de Bahreïn qui va marquer la première manche de la saison de 2022 de Formule 1. Ça fait un moment qu'on l'attend pour ceux qui suivent la Formule 1. Ça fait très longtemps qu'on attend de voir ces voitures en piste se bagarrer, voir si les changements de réglementation auront servi. Mais ouais, du coup, ce règlement technique qui a rabattu toutes les cartes, donc on peut s'attendre à voir peut-être Ferrari marquer le coup, peut-être Red Bull qui a fait le meilleur temps aux essais hivernaux de Bahreïn. Et on peut peut-être aussi attendre McLaren qui a montré aussi de belles performances aussi à Barcelone. Donc peut-être aussi Mercedes. Après, Lewis Hamilton disait que Mercedes ne pourra pas probablement se permettre de se battre pour la victoire en début de saison. Mais on connaît aussi la machine Mercedes. On sait que l'usine Mercedes a l'habitude de proposer beaucoup de développement au cours de saison. Donc ce ne sera pas définitif. Il y a aussi eu 2 informations cette semaine. Enfin, la semaine dernière, il y avait Daniel Ricciardo qui n'avait pas pu faire les essais hivernaux à cause du Covid-19. Il sera de retour ce week-end. Et on a aussi eu l'annonce aujourd'hui, non c'était hier, il me semble que Sébastien Vettel ne sera pas de la partie à Bahreïn parce que lui aussi a attrapé le Covid-19. Il sera donc remplacé par Nico Hülkenberg qui ferait encore son retour du coup puisqu'il est pilote d'essai pour Aston Martin et il fera son retour du coup sur la grille. Voilà pour la défense complet. On passe au MotoGP alors. Ouais, ça marche, pas de problème. Du coup, Grand Prix d'Indonésie ce week-end sur le circuit de Mandalika International Street Circuit. Donc, un circuit sur lequel la MotoGP n'est plus allée depuis 2019. Donc, le retour sur ce circuit d'Indonésie. Et on nous rappelle que Enea Bastianini, l'Italien, est en tête du championnat après sa victoire il y a 2 semaines au Grand Prix du Qatar. Et toujours, on le rappelle, les 2 Français, Johan Zarco et Fabio Quartararo, qui sont un cran en dessous en ce début de saison, avec surtout pour Fabio Quartararo, une moto qui est vraiment en perte de vitesse, qui a un moteur qui est très peu performant et qui l'handicape beaucoup face à ses concurrents. Voilà pour MotoGP, donc le Grand Prix, ce week-end ce sera ce sera le Grand Prix d'Indonésie. le Grand Prix d'Indonésie, que tu avais dit au début. J'ai dit au début, D'ailleurs. c'est ça. Très bien, voilà, donc, On n'écoute pas. le Grand Prix à suivre. Donc en sport, on a pas mal de choses. Pour les amoureux aussi d'endurance, il y aura la reprise du championnat du monde d'endurance. Ce sera les Mille Miles de Sebring aux États-Unis. Les 36 voitures qui seront présentes dans 4 catégories distinctes. LMP Hypercar, LMP2, GTE Pro, GTE-AM. Et en ce moment même, si vous voulez suivre, ce sont les essais libres 3. Voilà pour les Mille Miles de Sebring. Coup d'envoi à 17h demain sur la chaîne de l'équipe, le live. Pour l'heure locale, aux États-Unis, ce sera à midi. Voilà, messieurs, on est complet, je pense, sur cette émission. Et on va passer donc à un quiz ce soir. On nous annonce que Braga a marqué quand même à Monaco. Oui, annonce de Braga. Ça se complique pour Monaco là. Braga, le but de Braga, je vais vous dire d'ailleurs le buteur. Et il dit peut-être Porto aussi. Le buteur, c'est Abel Ruiz qui a marqué 19 minutes. Et du côté, tu disais quoi, Victor? Bon, bah l'avenir de Monaco en Ligue Europa s'obscurcit. Peut-être Porto. Ça va être Porto face à Lyon, ce sera 21. Ah, moi, je sais pas pourquoi il dit ça. Ouais, ça n'a pas évolué sur. Ah non, peut-être qu'il parle des Portugais qui se mettent bien. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Le Porto 21h. Et donc, ah oui, c'est ça. Et donc voilà, Braga qui met bien à Monaco 1-0. Donc ce soir, c'est les pronostics de match. Messieurs, je vais prendre le pronostic. Et bien justement, on va Lyon. Bon, je commence, moi je m'en match nul, personnellement. Alors, 1-1. Donc, qualification, Lyon. Qualification. J'ai revu. Mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, ça sera un partout pour Tanguy. Donc, il se qualifierait avec ce résultat. Victor, Il y a dire partout. il a déjà partout. Bon, je vais dire. Je vais pas être original, je vais dire 2-1 pour Lyon. Allez, tant pis, j'arrête. Tant pis. Moi je vais
aller à l'encontre de tout le monde, comme d'habitude, je vais dire 1-0 Porto. Ouais, mais du coup. Prolongation du coup. Ouais. Qualification pour qui? 0 pour Lyon quand même. Au général. De toute façon, je te prendrai tu m'as dit 0-1, je prendrai le score 0-1. Ça marche. Et Tony Et Tony, 1-2 Porto, tir au but Lyon. 1-2 Porto, tir au but Lyon. C'est précis. Hein. C'est précis. De toute façon, je prendrai le résultat, je prendrai le 1-2 si jamais c'est le score qu'il y a à la fin du match. Et moi, je vais dire 2-0 Lyon. Ouais, je sens l'idée bien réagir après leur défaite face à Rennes en Ligue 1. Ça se tient. Après, ils ont l'équipe pour, hein, on va voir. Oui, c'est sûr. Voilà pour donc ce match de Ligue Europa. Je vais vous demander aussi, pour le site compliqué, de me donner peut-être un vainqueur du Grand Prix de Formule 1 qui sera ce week-end. C'est très compliqué, mais c'est pour ça que le vainqueur, ce sera pas un point, ce sera 3 points. Non, 2 points, c'est 3 points. 3 points. Parce que c'est quand même. C'est énorme, 3 points. On ne sait pas ce qui se passe. C'est les dernières émissions, je rappelle pour les spectateurs. C'est moi qui décide, ça sera en off, on va vérifier les points. On va en parler en off, c'est comme la grosse cote, c'est compliqué. Et, justement. Voilà, il faut quand même monter le curseur parce que. Non, parce qu'il y a quand même 20 pilotes sur la grille. Et Et après, là, il y a 4. Il y a quand même 20 pilotes sur la grille. Bon, après, les 20 sont pas capables d'aller gagner. Non, pas les 20, mais t'as quand même 4 écuries qui sont. Donc ça fait quand même 8 pilotes, peut-être C'est susceptibles beaucoup, pour gagner. Donc, C'est compliqué. attention. Donc tu valides ma proposition de 3 points. Personne. On en Personne. rediscutera. On en rediscutera. Personne n'est d'accord, On en Antoine, rediscutera. mais il y a C'est pas de vrai, souci. Ça fait beaucoup, mais on verra. On rediscutera en équipe. Non, mais un point, c'est bien aussi. Enfin, il a parlé. Bon, bref, les résultats, toujours dans la lutte. Tony dit Leclerc. Tony Leclerc. Préciser aussi les plus du vainqueur à la fin. Oui, bon, Tony. Un peu de silence. Non, évidemment. Ben, on a du monde sur le chat. Voilà, du monde sur le chat, évidemment. Leclerc donc pour Tony. Je vous laisse y aller, les gars, j'ai pas encore fait mon choix. Moi j'attendais tant Ah, moi aussi. Non, allez. Moi j'aurais dit Leclerc aussi, mais pour changer un peu. Je sais pas. Je veux dire. Non, je vais pas Russell gagner. Moi, je vais dire Verstappen. Allez. Non, je vais pas dire ça. Je le soutiens pas, mais c'est une option Moi je vais dire Hamilton. Allez. à ne pas écarter. Hamilton. Pour Victor. Moi, j'ai envie de dire, il a fait les meilleurs temps. Ou sinon, Je je sais sais. pas. J'ai envie de partir, ne pas donner une proposition qui a déjà été donnée, mais en fait, j'y crois quand même un petit peu. Je vais dire Carlos Sainz. C'est une grosse cote, hein, par contre, ça. Donc ça peut se tenter. Mais... Parce que Ferrari c'est très bon. C'est pas lui qui a fait les meilleurs chronos, pour le coup, c'était Charles Leclerc. Mais Carlos Sainz, qui a montré qu'il a été très présent la saison passée, alors pourquoi pas. Alors, figure-toi, j'ai fait une liste avec tous les prénoms pour donner vainqueur. J'avais noté mon prénom 2 fois, il n'y avait pas ton prénom. Ah, Voilà. sympa. Et bah bravo. Ça Et toi, fait- tu pronostiques quoi, Antoine? Ça fait plaisir. Oui, Parce que tu nous poses des questions difficiles. Mais... Alexis, ton pronostic. Moi, j'ai dit Verstappen. Verstappen, c'est vrai. Et moi, mon pronostic. Pronostic. Bah, Verstappen. Compliqué. Non, Verstappen, c'est bien, mais. Ça va être compliqué et je vais miser sur une victoire de. C'est compliqué. Hein. Non, c'est très compliqué. C'est compliqué à juger. Et je pose la question, mais même moi c'est compliqué. Écoutez, je vais essayer de démarquer quand même de tout ce que vous avez pu dire. De toute façon, t'as pas la pression, t'auras pas de points à la fin. Donc, Dépêche-toi, on aura des studios après. Donc, ouais, je vais quand même dire Leclerc, je me démarque pas. Je me démarque pas. Je m'attendais à un Sergio Perez, dit pas. Et- C'est un circuit qui lui a réussi, hein, Perez. Hein. C'est vrai. Mais bon. C'est vrai, mais non, finalement, je ne me démarque pas. Voilà, je suis pas dans l'original. on verra bien. Voilà. Et donc, on verra donc tout ce qui se passera en coulisses. C'est compliqué, mais c'est toi qui pose la question. Et Tony qui est mort de rire. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que la semaine dernière c'était exceptionnel. On avait fait un live Insta, on n'a pas pu être présent. La semaine prochaine, normalement, on sera au rendez-vous. Une prochaine émission. On communiquera pour la suite. Bien entendu, j'aimerais remercier Edgar qui était ce soir à la réalisation, évidemment, qui a pu proposer tous les plans d'ensemble des caméras et heureusement qu'il était là une nouvelle fois. On le salue. Merci à vous, messieurs, d'être toujours au rendez-vous fidèle de Team Sport. Merci à toi. Toujours un plaisir. Merci. Ouais. À Tony qui était ce soir-là sur le chat. Et donc, moi je vous dis quoi, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Bien sûr. Ciao, ciao. Allez, ciao, Ciao, salut les tout le amis. monde. Prenez soin de vous.